La France jouit d'une importante façade maritime, ouverte à la fois sur l'Europe du Nord, l'Atlantique et la Méditerranée. Ces quelques 5500 km de côte offrent une diversité de paysages étonnante. Près de 6 millions de Français y vivent et y travaillent. De la côte d'Opale au bassin d'Arcachon, de la Bretagne à la côte d'Azur, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont toujours un pied dans l'eau. En baie de Somme, Jean-Michel capture les oiseaux dans le bois et la photographie. Au pied du Mont-Saint-Michel, Alain et Patrice veillent au bien-être des jeunes phoques. Au large du golfe du Morbihan, Yannick et Yann se battent pour maintenir la petite pêche côtière. Au Cap Ferret, Marc tente de préserver le patrimoine des blocos du mur de l'Atlantique. À Saint-Tropez, Philippe hisse les voiles de son yacht pour une dernière régate. Enfin, à Nice, immersion dans la Grande Bleue avec Guillaume, le champion d'apnée. Notre première étape nous emmène sur le littoral du nord de la France. Passé les caps du Boulonnais, qui constituent les premiers reliefs de la côte d'Opale, le littoral déploie de longues et larges plages de sable, régulièrement échancrées par de petits estuaires, comme celui des rivières de la Canche et de l'Authie. Le plus vaste est celui de la Somme. Écosystème exceptionnel, la baie de Somme demeure l'un des plus grands sites français de passage de migrateurs. Près de 300 espèces d'oiseaux y font halte au fil de l'année, principalement à l'automne, en direction de l'Afrique. Paysage serein et envoûtant, la baie de Somme en a chaviré plus d'un. Pour Jean-Michel, elle a tout changé. La baie, c'est ma vie. Je me demande comment j'ai pu faire pour vivre aussi longtemps loin d'ici. Je crois que pour rien au monde, maintenant, je retournerai loin de l'estuaire. Mon amour des oiseaux, il remonte à ma plus tendre enfance. Je me souviens tout petit de mon grand-père qui me montrait un nid de phragmites d'éjon. Il m'a appris à découvrir ces nids. Pour moi, c'était des instants vraiment magiques. En Picardie-Maritime, l'observation des oiseaux s'accompagne encore parfois d'un fusil. Jean-Michel, lui, a adapté son héritage familial à sa passion de guide ornithologue et de photographe animalier. Je suis né dans un milieu de chasseurs parce qu'ici, statistiquement, on est plus facilement dans une famille de chasseurs que de non-chasseurs. Maintenant, je continue de toute façon de chasser, mais maintenant c'est avec un appareil photo. La différence, elle est là. Donc, je continue d'utiliser la technique de chasse locale du hutot pour attirer les oiseaux à portée de mon téléobjectif. La technique ancestrale du hutot, qui consiste à s'enterrer dans le sable, se pratique avec ce qu'on appelle des blettes. Dans son atelier des environs de la baie, Jean-Michel continue de les sculpter. Moi, ce qui m'a fait venir à la sculpture, c'est ces vieux objets là, ici, qu'on a au-dessus. Ça, c'est vraiment typique des blettes de la région. C'était une chasse du pauvre, et ils récupéraient un petit peu tout ce qu'ils avaient sous la main pour pouvoir faire un oiseau. Alors voilà, ça c'est typiquement quelque chose que j'adore. C'est en fait un leurre qui a été fabriqué sur la base d'un sabot. Et la nuit, ça fait tout à fait un office efficient. Et bon, le but du chasseur étant uniquement de faire poser les oiseaux, les oiseaux n'ont pas le temps de s'apercevoir que c'est des leurres quand ils sont passés de vie à trépas. Là, je suis en train de tracer sur mon bloc de bois le corps d'un huîtrier-pie. C'est un oiseau vraiment typique de l'estuaire. Je suis en train de réaliser une blette qui va me servir ensuite à attirer ces oiseaux. Les blettes sont fabriquées en baie de Somme depuis les années 1850 à peu près. Avant, la chasse était un privilège qui était réservé aux seigneurs. Et donc le commun des mortels n'avait pas la possibilité de capturer les oiseaux qu'ils voyaient passer là tous les ans. Et puis à partir de la Révolution française, ici, dans la région où il y avait cette manne céleste des oiseaux qui arrivaient tous les ans à l'automne, dès qu'ils en ont eu la possibilité, ils ont essayé de les capturer. Ils ont utilisé des oiseaux blessés pour les attirer. Et le plus difficile étant de blesser le premier oiseau, ils sont aussi aperçus que le fait de faire des leurres, ça fonctionnait aussi.
Aujourd'hui, les leurres en plastique ont remplacé les blettes de bois. Pour Jean-Michel, la chasse photographique commence d'abord par le plaisir de sculpter. Voilà, un oiseau presque terminé. J'ai un petit peu à reprendre ici au niveau de la jonction, hein, de manière à ce que ça ne fasse pas une cassure brutale comme sur un vrai oiseau. Tout ça, ça doit être fondu. Et puis, une fois mis en peinture, voilà ce que ça donne pour un oiseau qu'on utilisera sur le terrain. La baie, si elle est encore le paradis des oiseaux, souffre d'un phénomène irréversible d'ensablement. La mer lui apporte sans relâche d'énormes quantités de sédiments. Le résultat est l'extension inexorable des herbus, où paissent les moutons de présalé, au détriment des grandes vasières, dans lesquelles les espèces migratrices trouvent l'essentiel de leur nourriture. Jean-Michel a pris ses jumelles, ses blettes et son hutot. Sa chasse photographique peut commencer. L'objectif, 0 dérangement pour les oiseaux. Cette saison, il y a encore beaucoup de promeneurs. Et il suffit de 2 ou 3 personnes dans l'estuaire pour vider toute la zone qu'on a devant nous. Et pousser les oiseaux à continuer la migration sans avoir repris leur force, sans avoir eu le temps de se nourrir. Et ça devient un réel problème dans l'estuaire. Les gens ne sont pas conscients du dérangement qu'ils peuvent créer. Et c'est pour ça, quand on guide, on essaie de canaliser ces personnes, de leur faire découvrir les espèces, mais à partir d'endroits où ils ne vont pas aller déranger et laisser toute la quiétude à l'espace. À partir d'ici, en fait, on ne peut plus faire un pas sans marcher sur quelque chose de vivant. La vie grouille sous nos pieds et c'est ce qui explique la présence d'autant d'oiseaux ici dans l'estuaire. Ils vont se nourrir de tout ce qui est enfoui, là, dissimulé sous la vase. Dès maintenant, la table est mise et on marche dans l'assiette des oiseaux maintenant, en fait. Jean-Michel a trouvé l'endroit idéal, près d'un petit bras d'eau. Le creusement du hutot peut commencer. Une technique relativement simple, qui respecte quelques règles élémentaires de construction. Aménagé de paille pour un confort bien sommaire, le hutot est recouvert de sable pour qu'il soit le moins visible possible par les oiseaux. Dernière opération, la pose des blettes, qui doivent aider Jean-Michel à assouvir sa soif d'images ornithologiques. Le principe, c'est un peu le principe du routier qui passe devant un restaurant. S'il voit qu'il y a déjà des camions d'arrêtés, il va se dire la table doit être bonne, je peux m'arrêter. S'il voit qu'il n'y a personne sur le parking, il va aller voir plus loin. Mais les oiseaux, c'est la même chose. Quand ils voient un groupe d'oiseaux posé à un endroit ici de l'estuaire, ils se disent la table doit être bonne, l'endroit est sûr, je peux m'arrêter. Et maintenant, s'il n'y a personne, c'est que soit il n'y a pas grand-chose à manger, soit l'endroit n'est pas sûr. Ben voilà, c'est exactement le même principe. Le hutot, c'est le seul moyen que je connaisse ici dans l'estuaire qui permette de voir les oiseaux réellement dans leur vie, sans être dérangés, de les voir se nourrir, de les voir faire leur toilette, de les voir s'aimer. Une impression d'invisibilité. Et ça, c'est assez fabuleux.
La fameuse muraille de craie des falaises picardes et normandes débute à Holt, au sud de la baie. Elle court sur plus de 130 km, variant en altitude et en faciès, mais toujours inexorablement rongée par les éléments. Interrompue par quelques anciens lits de rivière, les Valleuses, comme à Étretat, la muraille blanche vient mourir peu avant le port du Havre et l'estuaire de la Seine. Deuxième étape de notre voyage littoral, la baie du Mont-Saint-Michel, vaste espace maritime de plus de 500 km². Au-delà des havres de la côte ouest du Cotentin, l'entrée dans la baie au nord se fait par l'archipel que forment les ravissantes îles Chausey. Leur granit aurait d'ailleurs servi à l'édification de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Destination courue pour les plaisanciers, les îles dépendent administrativement du port de Granville, pointe septentrionale du triangle que forme la baie. Célèbre pour son îlot cathédrale, la baie l'est aussi par sa vastitude, ses paysages et la qualité de ses écosystèmes. Un lieu où de nombreuses espèces animales se portent bien, notamment les phoques-veaux marins. Une petite colonie s'y est installée. Un bien-être qui n'empêche pas, hélas, l'échouage de certains individus. Alain, responsable d'un centre de sauvegarde, et Patrice, guide dans la baie, tous deux membres du réseau national d'échouage, le RNE, veillent à leur donner une seconde chance. La plupart du temps, quand un animal arrive au centre de sauvegarde, l'homme est derrière. C'est soit un choc véhicule, c'est une ligne haute tension, c'est un fil barbelé, c'est un coup de fusil, c'est un dérangement sur les phoques et les mères sont séparées des jeunes. Tout ça, ce n'est pas naturel. Donc on répare la bêtise de l'homme. En Haute-Normandie, dans le centre de soins que dirige Alain, 2 jeunes bébés phoques échoués dans la baie du Mont-Saint-Michel se refont une santé depuis 3 mois. Aujourd'hui, ils vont retrouver leur colonie. Safran, quand on l'a eu, il avait 2-3 jours. Et Paprika, elle avait un petit peu plus, mais elle avait encore le cordon ombilical, donc c'est moins de 8 jours. Ces jeunes phoques ont été séparés de leur mère. Donc, du moment où il y a une séparation, la mère a du mal à retrouver son jeune, et voire ne pas le retrouver du tout, c'est-à-dire qu'elle ne l'abandonne pas, mais suite au dérangement, elle protège sa vie et ensuite elle ne retrouve plus son jeune. Donc, ces jeunes sont voués à une mort certaine. Donc là, c'est là que le chêne va les prendre en charge. Sur le terrain, c'est Patrice, le guide, qui s'occupe de l'organisation du relâché. Quand Alain estime que les animaux sont prêts, moi je prends le calendrier des marais pour trouver à la fois des horaires adéquats et surtout des montants de mer, où on peut les relâcher assez facilement. Le centre du chêne reçoit environ 1500 animaux par an, quelques mammifères marins et une grande majorité d'oiseaux. Bon, là, je vois au niveau du centre de soins, ce qui est intéressant, c'est voir un petit peu comment l'animal se comporte dans la nature, comment il se comporte en captivité, et c'est à nous d'interpréter ça de façon à ce que l'animal soit le moins mal possible. Et ça s'apprend sur le terrain, et c'est une tâche qui est pas évidente, sachant qu'on traite plus de 300 espèces. Là, je vais réessayer un alerte. Blouse blanche et gants chirurgicaux sont de rigueur. Avec Laurette, son adjointe, Alain va procéder à une ultime pesée des 2 jeunes phoques. L'imprégnation des animaux par les humains est la hantise des soigneurs. Ils ne les touchent que lors de ces manipulations exceptionnelles. En fin de compte, l'imprégnation, c'est un problème. C'est-à-dire qu'un animal s'imprègne très facilement. Et quand on est professionnel et qu'on veut essayer de faire son métier correctement, on met des artifices en place de façon à éviter ce problème. C'est pas toujours facile, surtout avec certaines espèces. Et de toute façon, un animal imprégné ne peut plus être relâché. Si jamais l'animal se rééchoue, comme ça on peut voir s'il a maigri, s'il y a des problèmes qu'il peut avoir, etc. Donc la pesée, c'est important. Pour Safran, 93 pour moi. 96.
Les phoques vont être à présent marqués à l'aide d'une plaque de couleur qui facilitera leur suivi dans la baie une fois relâchés. C'est pas compliqué, mais bon, c'est toujours stressant de manipuler des phoques. Pas pour eux. Une opération délicate qui exige un peu de renfort et surtout de la force. On se rend pas compte, mais ils ont énormément de puissance. Depuis maintenant 10 ans quasiment, les comptages de la colonie se font de façon aérienne. Et du coup, aujourd'hui, on a un regard extrêmement exhaustif sur la population qui permet d'avoir en plus, avec la photo-identification, des données extrêmement intéressantes. On voit les phoques qui sont sédentaires, on voit ceux qui viennent à la saison. Enfin, et c'est vrai que ce travail-là a été fait de façon remarquable. L'heure du départ pour la baie a sonné. Safran et Paprika ne sont plus qu'à quelques heures de retrouver leur liberté. À l'arrivée au mont, Patrice et d'autres membres d'associations environnementales et du réseau national d'échouage sont présents. Seuls les bénévoles du RNE sont autorisés à intervenir sur le littoral auprès d'animaux protégés. Le phoque marin a une grande valeur au niveau de la biodiversité. Et donc, bien sûr, on n'a pas le droit de le déplacer, on n'a pas le droit de l'attraper, on n'a rien le droit de faire. Bon, là, nous, par exemple, Patrice et moi-même, nous sommes possesseurs d'une carte verte qui nous permet d'intervenir sur tout ce qui est mammifères marins, c'est-à-dire les pinnipèdes, c'est-à-dire les phoques, et également les cétacés, que ce soit baleines à dents ou baleines à fanon. Avant de procéder au relâché, Patrice doit d'abord s'assurer que le site offre de bonnes conditions. On a une plage de sable vraiment pente douce. Et après, on a l'ancien chenal, donc l'ancien chenal des Colons qui passe là. Et le fleuve, le but, c'est qu'ils retrouvent le fleuve. Vraiment qui est à 200 mètres ici, pour que le fleuve les ramène après, dans la marée descendante, retrouver la colonie après Tongan. Ouais, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on avait une trentaine d'individus, quoi. Aujourd'hui, avec le travail qui a été poursuivi, on arrive à peu près à 70 individus. C'est un animal qui, par rapport à ce qu'on pourrait croire, qui passe beaucoup plus de temps en dehors de l'eau que dans l'eau. Et vu que la mer aujourd'hui dans la baie du Mont-Saint-Michel se retire extrêmement loin, pour eux c'est des conditions optimales. Par son caractère fermé et plutôt inhospitalier pour l'homme, la baie reste un espace très protégé et fonctionne comme une véritable nurserie pour les différentes espèces qui l'habitent. À la base de cet écosystème, une grande richesse en phytoplancton, alimentée par la présence des herbus qui concourent au maintien de la biodiversité. Une biodiversité dont Safran et Paprika vont à présent pouvoir profiter. Toujours tes pièges? Bah oui. Ce qui serait juste bien, c'est qu'au moment où ils vont sortir, qu'il n'y ait pas trop de monde sur les côtés. On est prêt? C'est vrai qu'au niveau adaptation, c'est quand même extraordinaire parce que ces animaux-là retrouvent le milieu naturel, le milieu sauvage qu'ils n'ont quasiment pas connu. Et ils s'adaptent extrêmement vite. Et l'avantage, c'est qu'ils vont s'alimenter extrêmement vite, quoi. Oui. Ils vont s'alimenter, enfin là, on peut être sûr qu'ils sont en train de manger, quoi. Bon, nous, on essaye de faire au mieux notre travail avec les moyens que l'on a. Des fois, c'est pas toujours facile, mais au moins, on y va, quoi. On cherche pas l'argent, on cherche pas de notoriété, on cherche que du résultat. Et je pense que c'est ça qui est important. Au-delà du mont, côté breton, les moules de bouchot de la baie composent un paysage typiquement français, puisque ce mode d'élevage est quasi exclusif à l'Hexagone. Fermant la baie, le port de Cancale, lui, est fameux pour ses huîtres. La France demeure de très loin le premier producteur ostréicole en Europe. La Bretagne, comme pour la pêche, demeure la principale zone de production. Le sud de la Bretagne constitue notre troisième étape, entre baie de Quiberon et golfe du Morbihan.
La Bretagne Sud commence à la pointe du Raz, où les colères de l'Atlantique sont à la mesure de la physionomie du littoral. Non loin, alignant ces trois phares, la pointe de Pin-Mare protège le port du Guilvinec, le premier quartier maritime de France. Comme à l'Orient, tous les types de pêche y sont représentés, des plus petites unités aux gros chaluts industriels. Au sud du Morbihan, comme partout ailleurs sur les côtes bretonnes et françaises, la petite pêche côtière fait de la résistance. Yannick et Yann, époux dans le civil, travaillent ensemble à côté de la Trinité-sur-Mer. Moi, je vois ça comme une liberté, en fait. Voilà, d'aller sur l'eau, ça m'empêche quelque part d'être enfermé dans un bureau. Alors que Yann, lui, il a toujours quand même derrière la tête d'aller chasser quelque chose. C'est ça la différence. Toi, tu chasses et moi, je te suis. Ouais. T'es un requin et moi, je suis ton poisson pilote, en fait. C'est ça. Ça dépend des jours. Yannick a fait le choix d'embarquer à la pêche avec son mari il y a 10 ans. Un choix qu'elle assume dans un secteur où les femmes se font rares. La question se pose pas. Il a besoin de monde, mais on trouve personne, donc j'y vais. Voilà, c'est qu'après, c'est peut-être après, avec du recul, où tu te dis, bouf, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est fait. À 1 heure de bateau de la Trinité, les alentours de l'îlot de Ménavent constituent ce matin le théâtre des opérations. La zone de pêche inhérente à la Trinité, donc c'est à la sortie de la rivière, c'est la baie de Quiberon. C'est une zone où il n'y a pas beaucoup de fond, donc c'est une zone où, on va dire, la petite pêche est reine, quoi. Et c'est un endroit aussi très protégé essentiellement des vents de sud-ouest et d'ouest. Donc, on va dire, par mauvais temps, on peut toujours travailler. Il y a la zone du golfe du Morbihan qui, en fait que cette zone est toujours poissonneuse. C'est une zone à fort courant, donc qui n'est pas facilement travaillée et travaillable. Donc on a toujours un mouvement d'eau qui est là et qui nous permet d'avoir quand même un apport de poissons, de crustacés, et qui permet aussi d'avoir, sans vraiment le dire, mais une réserve biologique, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra jamais travailler. Yann et Yannick partagent leur année de pêche entre plusieurs techniques. 6 mois au casier pour les crustacés, 6 mois au filet et à la ligne, qui les occupent à l'automne pour pêcher principalement le bar. La pêche à la ligne, ça permet de capturer du poisson de qualité super, extra, qui est vivant. Donc le principe, c'est qu'on va le soir filer nos lignes avec de l'appât vivant dessus, et on les relève le matin très tôt. Donc le poisson reste vivant. En plus, l'avantage, c'est que si jamais il ne fait pas la taille, on peut le remettre à l'eau vivante. Et ça permet de faire une pêche quand même très sélective. Comparé au chalut où là, on pêche un peu de tout. Là, on arrive vraiment à cibler son poisson. Avec ses 400 hameçons posés, bien en deçà des 3000 autorisés, Yann conjugue pêche sélective et satisfaction personnelle. C'est un plaisir malsain. C'est le plaisir de sentir le poisson. C'est un peu plus palpitant et il y a une fascination pour les très grosses pièces, parce que nous avoir échappé, vu le nombre d'hameçons à l'eau, le nombre de kilomètres de filets, le nombre de chalutiers, c'est plus de la chance, là, il y a autre chose. J'avais déjà des règles de conduite,
L'expérience m'a amené à travailler d'une façon totalement différente de ce que je voyais autour de moi. On ne pêche pas pendant les périodes de frai, de reproduction. On ne pêche pas de crustacés grainés. On évite, on va dire, de ponctionner dans toutes les zones de reproduction. Et ça nous permet d'un côté de se donner bonne conscience aussi par rapport au métier, mais surtout avec l'expérience de voir que ça porte ses fruits. Moi, j'étais très optimiste il y a encore quelques temps de ça. Et là, depuis une année, je me dis que la pêche telle que nous, on la pratique, n'a plus ou pas d'avenir. Dans le sens où les réglementations sont de plus en plus contraignantes et que les grosses unités prennent quand même le pas sur des petits bateaux comme nous. C'est la passion qui nous fait tenir. On se donne du mal pour rester habité ici, on se donne du mal pour vivre ici. C'est notre cadre de vie, notre façon de vivre. On la préserve. Prochaine étape, la côte aquitaine et plus précisément le bassin d'Arcachon. Le littoral aquitain est l'un des plus remarquables de France. Sur plus de 250 km, il s'étire en un long cordon de plages sableuses bordées de dunes et par l'immense forêt landaise. Les naturistes y ont trouvé leur idéal de tranquillité et le tourisme de masse, un espace apparemment sans fin. À mi-chemin entre l'estuaire de la Gironde et la côte basque, le bassin d'Arcachon est la seule échancrure d'envergure. Elle forme une vaste baignoire dédiée au tourisme et à l'élevage des huîtres. Face à la dune du Pilat et au banc d'Arguin, le Cap Ferret étire ses plages idylliques qui restent, comme beaucoup d'autres en France, marquées par l'histoire du XXe siècle. Je suis né avec ces bunkers. Donc pour moi, faisait partie du paysage. J'allais me baigner au nord de la plage du Petit-Nice et ils étaient là. Ça me servait de support pour sauter à l'eau. J'allais pêcher au pied du bunker. Marc, plongeur expérimenté et professeur de physique, a commencé à s'intéresser aux ouvrages du mur de l'Atlantique il y a une vingtaine d'années, au gré de ses plongées autour des bunkers livrés à l'océan par l'érosion côtière. J'ai voulu en savoir simplement plus sur un site de plongée sur lequel je plongeais depuis des années. Puis j'ai commencé donc à faire des recherches documentaires, donc en bibliothèque, en archives. J'ai essayé d'inventorier, de repérer ces ouvrages. Construits par l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale pour se défendre contre un débarquement des Alliés, les bunkers et autres ouvrages fortifiés de béton continuent de peupler les plages françaises, 70 ans après leur édification. On en compterait encore plusieurs milliers au fil des côtes. Par le biais du Gramasa, l'association qu'il a créée avec quelques autres passionnés d'archéologie maritime, Marc contribue à valoriser un patrimoine désormais reconnu en tant que tel par les pouvoirs publics. Ces ouvrages du littoral atlantique sont considérés comme des biens culturels maritimes. Et donc, en tant que tels, sont enregistrés à fur et à mesure en tant que quantité archéologique sur des bases de données du ministère de la Culture. Je me suis rapproché donc du service régional de l'archéologie dépendant de la DRAC Aquitaine et j'aurais proposé de mettre en place donc une première fouille archéologique programmée sur un
un ouvrage de la station de radar qui est située à hauteur de l'horizon au Cap Ferret. L'ouvrage est presque entièrement enfoui dans la dune. Il faut étudier au préalable les différentes possibilités d'accès. Ici, on arrive sur une entrée. Voilà. On rentre dans un couloir. Et là, vous avez des puits d'antenne. Donc, on rentre comme ça. C'est-à-dire ces éléments-là nous donnent un détail très précis sur en fait, l'agencement intérieur. Laurent, je pense que l'entrée est là, il faudra vérifier. Et c'est surtout la végétation, là. Montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir. Parce que je pense que là, typiquement, si effectivement l'entrée est là, il faudra creuser cette partie ici. Et donc, forcément, on va devoir dégager ces œillères. On prend quelques photos, effectivement, pour travailler sur l'étude d'impact, pour aussi bien situer le bunker dans la zone, pour ensuite, effectivement, demander toutes les autorisations nécessaires auprès, notamment, du conservatoire littoral, qui sera directement concerné par ça. Ok, donc là... donc on est là, ici, donc c'est l'identifiant 5AR31. En collaboration avec l'Office national des forêts, l'association a notamment établi un atlas recensant chaque ouvrage du mur de l'Atlantique sur la côte aquitaine. Et là on va sur une des deux batteries de côte qui protégeait l'entrée du bassin d'Arcachon, celle qui était située à la pointe du Cap Ferret. En fait, vous allez voir les bunkers qui sont au pied de l'eau. Il faut les imaginer à l'époque sur la crête de dune. Tu démarres par la suite à munitions, au pire des cas, tu vas après derrière chercher 500, ça te va ou quoi? Voilà, je me mets en face. Ouais. Et voilà, et s'il n'y a pas de visie, si vraiment on ne veut pas travailler, je laisse tomber. Oui, ok, ça va. Toujours en quête d'informations, Marc se met régulièrement à l'eau pour étudier les bunkers semi-immergés du Cap Ferret. Composé de plongeurs émérites, l'association a déjà mené plusieurs campagnes de fouilles sous-marines autour de certains bunkers entièrement immergés du bassin d'Arcachon. Pour pouvoir travailler sur ces éléments-là, on a là une suceuse à air qui nous permettait d'enlever un petit peu le sable. Et ensuite, à l'aide de petits marteaux, on a enlevé les concrétions au maximum pour ensuite mesurer, analyser ces derniers petits éléments qui nous permettaient éventuellement d'identifier ce qu'il pouvait y avoir de fixé sur ces blocs de béton. Les bunkers sous-marins n'offrent pas qu'un strict intérêt historique. Le bassin d'Arcachon est naturellement extrêmement dense. Il faut imaginer que les bunkers sous-marins du bassin d'Arcachon sont sur une zone sableuse. Et donc, ils sont devenus très rapidement des récifs. Et très rapidement, ils ont été recouverts d'énormément d'organismes qui ont abrité des organismes un peu plus gros, etc. Et donc, effectivement, c'est une richesse folle. Jamais à court d'initiative, Marc et ses amis ont déblayé puis restauré le bunker du phare du Cap Ferret, aujourd'hui ouvert au public. Un pas de plus vers la reconnaissance des blocos comme ouvrage à préserver au nom du devoir de mémoire. Maintenant, on a un outil pour transmettre, raconter cette période, faire perdurer ce devoir de mémoire, etc. Il faut voir ça maintenant comme une trace, une période importante de notre histoire qu'il faut maintenant se le réapproprier et pas simplement le délaisser. Il s'impose à nous, il faut en faire quelque chose. Plutôt que de le camoufler, comme on a fait pendant des années, plutôt que d'essayer de les éradiquer, eh bien, il faut les utiliser.
Avec notre avant-dernière étape, nous pénétrons l'espace méditerranéen, en direction de la Côte d'Azur. Les côtes du golfe du Lion, depuis la frontière espagnole jusqu'à la Camargue, se caractérisent par la présence de nombreux étangs littoraux, comme celui de Thau, à Sète, et de vastes zones humides. Ce n'est qu'à l'approche de la rade de Marseille, la plus vieille cité de France, que le littoral reprend un relief vigoureux, à l'image du superbe massif des Calanques. Bientôt, la Corniche des Morts se fait Côte d'Azur. Un vent d'idéal souffle sur la Méditerranée. Chaque début du mois d'octobre, pendant une semaine, le port de Saint-Tropez devient un haut lieu du yachting. C'est l'heure des voiles de Saint-Tropez. Philippe, un skipper originaire de Saint-Malo, ne rate jamais ce rendez-vous. Je suis un régatier, ça c'est dans l'âme et j'ai ça dans le sang, oui, j'adore la régate. Les voiles de Saint-Tropez, c'est la dernière régate de la saison. Donc on a plein de souvenirs déjà de l'année, des bons, des mauvais, du très beau temps, du mauvais temps, de la casse ou des moments magiques. C'est un des endroits, probablement en Méditerranée, donc au monde, où les plus beaux yachts se rassemblent. Parce que c'est mythique, on a tous envie de se trouver là pour conclure cette saison. Philippe a tout lâché un jour pour lier son destin à son voilier de tradition, qu'il a restauré par ses propres moyens. Et leur histoire ne manque ni de pédigré, ni de rebondissement. Nan, ou Nan of Fife, est un bateau dessiné et construit par un architecte très connu, William Fife Jr., qui était un des plus grands architectes du 19e siècle et début du 20e siècle. C'était un Écossais, il a construit les plus jolis bateaux. Pas forcément les plus rapides, mais les plus jolis. En 1999, je venais d'avoir Internet et je tombe sur une annonce d'un bateau. J'avais rien à faire, je suis allé au Cap d'Agde voir le bateau qui était en vente. Et là, je tombe sur le nom du bateau, je découvre le nom du bateau qui s'appelait Nan, N-A-N. C'était le bateau de mon grand-père. J'avais un registre du Lloyd dans lequel tous les bateaux classiques étaient inscrits. Et sur ce registre du Lloyd, je vois Nan of Fife, dessiné et construit par William Fife Jr. en 1896. C'est comme si quelqu'un retrouvait par hasard, je ne sais pas, une Ferrari ou la première Ferrari dessinée, construite par Ferrari. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé à la fois un trésor et un bateau, un objet qui appartenait à mon grand-père. Et alors ni une ni deux, je décide de vendre ma maison, de vendre mon bateau et d'acheter, on peut dire, l'épave du bateau. Et donc depuis 1999, ma vie est dévouée à ce bateau. C'est pire qu'une maîtresse, parce que c'est un objet magnifique qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'entretien. Si jamais on ne fait pas les vernis, le bois va pourrir. C'est un bateau qui est délicat, c'est un bateau qui est fragile, donc il faut s'en occuper constamment. Et ces bateaux-là, en général, appartiennent à des riches propriétaires, avec des équipages permanents sur les bateaux. Moi, c'est pas le cas. Comment tu vas? Impeccable. Pour cette régate tropézienne, un équipage de bénévoles, fidèles et aguerris, vient prêter main forte à Philippe. Ce sont des passionnés. On est en fait avec moi 4, on peut dire, responsables du bateau pour ces voiles de Saint-Tropez. Et autrement, on est en tout 18 personnes à bord. Chacun responsable d'une basse-tague, d'une écoute, etc. Et comme ces personnes-là viennent depuis une douzaine d'années, pour la plupart, ils savent quoi faire. Ils connaissent leur truc, ils adorent venir là. Et je pense qu'ils seront tous là jusqu'à leur mort. Une grande majorité des équipiers de Philippe vient comme lui de la côte atlantique et de Bretagne, comme Olivier, son voisin de Cancale. Les Bretons en Méditerranée, on n'a pas vraiment l'impression au départ d'être sur l'eau. Et puis on découvre une mer différente qui tout d'un coup est toute calme et puis tout d'un coup devient une vraie furie. C'est pas la même odeur, ce ne sont pas les mêmes vents. Évidemment, on n'a pas les marées, il y a une espèce de quelque chose qui est un peu statique ici. Mais on se retrouve tous et puis on a à cœur à montrer comme quoi ceux qui détiennent les mers, c'est quand même nous.
À tribord. Ah, je suis largué. Nan largue les amarres. La régate va bientôt commencer. Ceux qui font rien, on s'assoit pour l'instant, parce que le port de Saint-Croix est... Je ne peux pas donner la barre, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas donner la barre, parce qu'à la barre, je vois tout ce qui se passe à l'arrière. Je suis le chef de l'arrière. C'est à moi de prendre une décision en fonction de ce que l'équipier d'avant va me dire, en fonction des bateaux qui y a autour de moi aussi, et du vent aussi. Je vérifie si la grand voile qu'elle soit bien réglée. Mais il faut que tout le monde soit à l'écoute du mouvement du bateau, parce que c'est pas beaucoup de vent, il faut se mettre plutôt d'un côté que de l'autre. Le bateau, s'il marche, c'est parce que tout le monde fait corps avec le bateau. Départ dans environ 5 minutes. Ça va être très rapide, c'est un départ en 5 minutes. Hein. Nous, on regarde dans la partie classique et dans les gréements auriques. Il y a les grands et les moyens. Nous, c'est les moyens. Et dans les moyens, il y a deux catégories. Les rapides et les moins rapides. Et nous, on est dans les rapides. Donc, c'est la catégorie la plus difficile. Il faut aimer ces bateaux-là, donc pas aller non plus au casse-pipe et puis casser le bateau, parce qu'on peut casser des choses. Hein. Il faut faire attention, parce que des bateaux qui sont très puissants, quand deux gros bateaux comme ça se croisent, il y a des bateaux encore beaucoup plus importants, ça peut être très très délicat. Selon la force du vent, le réglage des voiles est capital pour s'assurer l'avantage. Il faut sortir le grand jeu. Nan a terminé sa régate pour aujourd'hui. Si le voilier n'a pas remporté cette manche, le plaisir est encore vif parmi les équipiers. C'est beaucoup d'émotions de voir ces très beaux bateaux, ce patrimoine maritime. C'est un ballet, quoi. Et on n'a rien fait de plus beau, jamais. On n'a jamais rien fait de plus beau. Et il faut vraiment avoir quand même un joli grain dans la tête pour continuer à vouloir faire naviguer ces bateaux. Et Philippe, avec peu de moyens, réussit par un tour de force à continuer à faire naviguer ce magnifique bateau français. Ah, je suis très riche, je suis très très riche. C'est une richesse merveilleuse de naviguer un peu partout avec ce bateau, d'aller de port en port. C'est magique, oui, je suis très riche, oui. Pour conclure notre itinéraire, nous faisons halte sur la Riviera française, à Nice. Sous le regard des hauts sommets du Mercantour, la baie des Anges semble un immense miroir, derrière lequel certains aiment aller regarder. Moi, je me considère vraiment comme un terrien très aquatique. La surface de la mer, tout le monde peut la voir. Mais juste passer sa tête de l'autre côté de cette frontière, c'est passer dans un autre univers. Et on ressort d'une apnée différente. On est beaucoup plus posé, apaisé. Guillaume est quadruple champion du monde d'apnée en profondeur. Une discipline qu'il enseigne à Nice, au sein de son club, le CIPA. Donc là, on quitte le port de Nice et on va contourner le cap de Nice pour se rendre dans la baie de Villefranche-sur-Mer,
Donc c'est une rade qui est protégée de tous les vents qui peuvent embêter les apnéistes. Et surtout, c'est une baie qui est très profonde, donc à plus de 200 mètres. Donc c'est un peu l'endroit idéal pour nous, c'est notre baignoire. C'est là où on plonge toute l'année. Dans le club, on a des membres de l'équipe de France qui s'entraînent, on organise des compétitions internationales, on a des pratiquants de loisirs et puis on a des débutants. Et tout ce public s'entraîne et plonge ensemble. Alors qu'on peut avoir un champion qui va donner des conseils à un débutant, le débutant va filer un coup de main sur le bateau et c'est comme ça, dans cet état d'esprit-là, que le groupe et que le club avancent. Chaque apnée se passe le long d'un câble, et donc ça c'est le câble que je viens d'immerger. Au bout du câble, il y a un disque, un plomb, pour pouvoir maintenir le câble vertical. C'est ce qui permet de donner la verticalité et c'est la ligne de vie. C'est-à-dire que si on ne mettait pas de câble, les gens plongeraient dans la pléno, dans le bleu, le mec sortirait là-bas, pour niveau de la sécurité, ça serait n'importe quoi. Donc toutes les apnées en pleine eau se passent le long de lignes de vie comme ça, comme celle-ci. Guillaume achève l'installation de la 3e ligne de vie, sur laquelle il va travailler avec un apnéiste débutant. Vous allez faire des mouvements très très lents pour descendre. Fermez les yeux, rentrez la tête et je descendrai à côté de toi et je remettrai, j'essaierai de te repositionner. Ok. Un débutant qui va mettre pour la première fois la tête sous l'eau en mer, mon premier travail, ça va être de le transformer d'un pur terrien à un aquatique. Quand on est sur Terre, on a tous les muscles qui sont tendus parce qu'on a la posture, parce qu'on est habitué à être assez stressé dans un mode de vie où on nous demande d'être toujours rapide. Là, c'est tout l'inverse. L'idée numéro 1, c'est que les gens arrivent à se retrouver un peu en tête-à-tête avec eux-mêmes, prennent conscience de leur respiration et arrivent à se détendre totalement. N'importe qui peut le faire. Sur les autres lignes, les apnéistes plus expérimentés tentent des plongées à 60 mètres. S'assurer les uns les autres permet de prévenir les rares risques de syncope à la remontée. En général, l'expérience se révèle intense. Yeah. Le sourire, ça veut dire qu'il y a été. Eh oui. Trop bon. Bravo. Bravo. On se rapproche sans doute de certaines drogues, du sexe ou de... Non mais dans l'intensité, c'est ça quoi. C'est vrai. C'est bien vu. C'est indescriptible. Pareil, Une fois la sortie avec le SIPA terminée, Guillaume repart en comité restreint dans la rade de Villefranche-sur-Mer pour un entraînement en plongée profonde. Son record personnel à 125 mètres ne manque pas d'air. Je fais des exercices de respiration spécifiques pour adapter les poumons à la grande profondeur. Donc je travaille sur le diaphragme et sur les amplitudes au niveau de la cage thoracique, au niveau pulmonaire. Et puis les quelques minutes qui précèdent la plongée, quand je suis allongé dans l'eau, j'essaie vraiment d'atteindre un état proche de l'état d'endormissement qu'on peut avoir quand on est dans son lit, juste avant de fermer les yeux. À ce moment-là, on sait qu'on est prêt.
La profondeur, c'est un environnement qui fait vraiment partie de moi maintenant. C'est un endroit où je me sens bien. Là où la Méditerranée devient italienne, s'arrête notre détour sur les côtes de France.